Bonjour. Donc, dans la première vidéo, on a parlé de l'électricité. J'ai vraiment de la difficulté avec ce mot-là. L'électricité statique et les trois différents types, les trois différentes méthodes par lesquelles on peut créer une charge électrique statique. Dans cette vidéo, on va parler de différents types de matériaux qui se retrouvent sur la série électrostatique, néanmoins les isolants et les conducteurs. Donc, par la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir expliquer c'est quoi la différence entre un isolant et un conducteur et également comment on peut utiliser quelque chose qui s'appelle une mise à terre pour éliminer une charge statique. Ok, so les isolants. En fait, tout ce qui est sur la série électrostatique dans votre manuel sont des isolants. C'est des matériaux dans lesquels les électrons ne passent pas facilement d'un atome à un autre. Et ce sont tous des non-métaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais tout ce qui est sur cette liste n'est pas métal. Okay, on a le verre, les cheveux, le nylon, la laine, le plastique. Aucun métal sur cette liste. Donc, ces choses peuvent attirer les électrons. Ça ne veut pas dire que les électrons ne peuvent pas bouger à l'intérieur de ces matériaux d'un atome à un autre, mais c'est pas des choses dans lesquelles les électrons bougent facilement. Il faut par exemple frotter quelque chose ou avoir un contact, une grande différence d'électrons déjà. Mais pour créer cette différence, par exemple, si on fait le frottement, il faut qu'on rentre l'énergie pour faire ce transfert d'électrons. Donc les isolants, c'est des choses où les électrons ne passent pas facilement d'un atome à un autre. Okay? C'est des choses qui isolent les électrons. Les conducteurs, c'est l'opposé des isolants. Dans un conducteur, les électrons bougent très facilement d'un atome à un autre. Puis les métaux sont généralement des conducteurs. Et en 10e, même en 11e chimie, quand on étudie la structure chimique des atomes dans un métal, on va mieux comprendre pourquoi les électrons bougent très facilement à l'intérieur d'un métal. Mais pour maintenant, je vous demande juste d'accepter que les métaux ont une structure qui permet que les électrons peuvent bouger très facilement d'un atome à un autre. Donc, on a des isolants, on a des conducteurs. Tout matériel existe sur ce spectre d'isolants jusqu'à conducteurs. Dans le milieu, on a des choses qui s'appellent les semi-conducteurs. Puis c'est des matériaux qui ne sont pas nécessairement l'un ou l'autre. C'est pas nécessairement un bon conducteur ni un bon isolant, mais ça rentre dans le milieu un peu. Le silicium est un exemple très courant d'un semi-conducteur. Le silicium sur tableau périodique a le symbole SI. Puis les semi-conducteurs sont fréquemment utilisés dans les circuits des ordinateurs. Parce qu'on veut des choses qui peuvent laisser passer les électrons, qui peuvent agir comme circuit, mais on ne veut pas surcharger le montant d'électrons qui est en mouvement dans un ordi. On veut être capable de bien contrôler le mouvement de l'électricité à l'intérieur d'un ordinateur. Ok, sur les fils électriques. Souvent, quand vous voyez des fils électriques, vous ne voyez pas juste le métal. Le métal est généralement recouvert par quelque chose comme du plastique ou quelque chose qui va le recouvrir. Puis ça, c'est un matériel isolant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer les conducteurs par un isolant pour garder la charge électrique dans le fil et minimiser que l'électricité se perd, que les électrons se perdent à un autre matériau. Donc, par exemple, si tu avais ton fil électrique, son métal, puis soudainement le métal touche un autre morceau de métal. Je sais pas, dans ton ordinateur ou whatever, dans le mur de ta maison où passe l'électricité, les fils électriques, tu as un morceau de métal qui vient ici, qui touche ici, juste en haut, puis là, tu as le fil qui passe, qui continue en bas. Ben, si ce contact a lieu, tu vas avoir une perte d'électrons. L'électricité va s'aller dans les deux sens. Il va passer
il va continuer à passer dans le fil, mais il va également passer dans l'autre morceau de métal ici. Donc, pour éviter des genres de pertes comme ça, on entoure les fils de métal par des isolants, par des plastiques ou quelque chose qui est un isolant qui ne permet pas aux électrons de quitter le fil électrique. Et ça minimise la perte d'électricité. Donc, l'eau. Est-ce que l'eau est un isolant ou un conducteur? Vous avez sûrement vu des affiches comme celui-ci qui disent qu'on ne devrait jamais utiliser l'eau autour des fils électriques ou des prises sur les murs. Ben, l'eau elle-même, l'eau pure, est un isolant. L'eau pure ne conduit pas l'électricité, ne permet pas facilement aux électrons de bouger. Le problème, c'est que l'eau pure est rare. Puis il y a très peu d'eau. Vous rencontrez rarement de l'eau qui est pure. L'eau, généralement, a des substances qui sont dissoutes dans l'eau qui le rend un conducteur. Encore, ça c'est une autre chose qu'on va explorer beaucoup plus en détail en chimie 11e année. Les solutions avec l'eau, puis comment l'eau peut agir comme conducteur. Mais pour maintenant, juste sachez que on dit que l'eau peut être un conducteur, pas parce que l'eau est un conducteur, mais parce que ce qui est dissous dans l'eau le rend comme un conducteur. Mais l'eau pure elle-même est un isolant. Donc, on a parlé de l'eau. Parlons un peu de l'air. L'air est un peu comme l'eau, dans le sens que l'air sec, l'air qui est juste l'air, qui est l'azote et l'oxygène, est un isolant. Mais l'air n'est pas toujours sec. Le plus que c'est chaud, le plus que l'air est humide, parce que la chaleur fait évaporer de l'eau dans l'air. Donc l'air humide qu'on retrouve plutôt à l'été est un conducteur. L'air humide l'été est un conducteur. L'air sec qu'on retrouve plutôt à l'hiver est un isolant. Donc l'air humide aide à éviter les accumulations d'électrons dans les objets. Parce que si l'air est humide, disons les électrons, par exemple dans la poignée en métal de ta porte, peuvent passer dans l'air. Par contre, l'hiver, quand l'air est sec, il y a beaucoup moins d'électrons qui peuvent passer de ta poignée dans l'air. Donc, l'hiver, on se fait choquer beaucoup plus parce que le corps humain est un conducteur. Donc, si la poignée de la porte contient une accumulation d'électrons, puis l'air est sec, puis les électrons ne peuvent pas quitter la poignée, puis toi tu touches la poignée, c'est là où tu te fais choquer. Et c'est pour ça qu'on se fait choquer normalement un peu plus l'hiver que l'été, parce que l'hiver, quand l'air est sec, il y a beaucoup plus d'accumulation d'électrons dans les objets qu'on touche au quotidien que dans l'été. Donc, un dernier sujet, c'est une mise à la terre. Parce qu'on veut éviter, dans certains scénarios, des accumulations de charges. On ne veut pas que les matériaux aient des grandes accumulations d'électrons. Parce qu'on veut éviter des grands chocs, que ce soit à nous ou à quelque chose d'autre. Donc, un mise à la terre, c'est un objet qui peut donner ou retirer une très grande quantité d'électrons sans influencer sa propre charge. L'objectif, c'est de neutraliser un objet qui est chargé. Un exemple parfait de la mise à la terre, c'est la Terre. C'est de là où vient le mot mise à la terre. Parce que la Terre est un objet immense. Et donc, si on met à la Terre quelque chose qui est chargé, si on envoie des électrons vers la Terre, la charge de la Terre ne va pas changer. On peut donner une très grande quantité d'électrons à la Terre sans influencer la charge de la Terre. La charge de la Terre ne va pas changer, c'est tellement grand qu'un peu importe combien d'électrons on met là-dedans, on ne va pas l'influencer.
Donc, on met des choses à la Terre pour éviter des grands d'accumulation de charge. Et la Terre va facilement accepter ces électrons sans modifier sa propre charge. Le corps humain, comme j'ai dit, qui est conducteur, peut être aussi un exemple d'un mise à la Terre. Donc, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Ben, si on a une accumulation de charge qui est trop grande, ça peut endommager des choses s'il y a soudainement une libération d'électrons. Puis ceci peut parfois causer même un étincelle, spark en anglais. Par exemple, si on envoie trop d'électrons à un appareil électronique, on peut surcharger l'appareil et la brûler. Si on crée un étincelle près de quelque chose qui est combustible, qui se met à feu, ça peut mener à une explosion. Puis on a déjà vu des incidences où des stations d'entreposage de produits chimiques ont explosé à cause qu'un étincelle d'un charge statique électrique a fait exploser toute la matière autour d'elle. Ça, c'est un exemple d'un article de nouvelle où là, un étincelle électrostatique a fait exploser des produits chimiques. Et c'était à cause que l'équipement n'était pas bien mis à la terre. Grounded, c'est mis à la terre. Donc, l'équipement n'était pas bien mis à la terre. Il y avait une accumulation de charge qui a produit un étincelle électrostatique dans une zone où on avait de la matière qui était combustible. Et ça produit une explosion immense.